de la Vienne. Vous avez rappelé dès le 20 octobre au blocage massif des stations-service, raffineries et péages sur Twitter, estimé qu'augmenter le prix du carburant revenait à mettre des ouvriers au chômage. On est à l'avant-veille de cette mobilisation. Après les annonces, les aides du gouvernement, les propos d'Emmanuel Macron hier soir, vous maintenez cet appel ? Je crois qu'il y a quelque chose qui est extrêmement profond qui est en train d'être dans la société, qui va au-delà du 17. Donc il faut déjà même penser à l'après-17, qui est une espèce de fronde sans précédent, une fronde sociale contre la vie chère. Ça dépasse le prix du carburant. Je crois que c'est ça qui est en train de voir le jour. Et je pense que le mouvement social, le mouvement ouvrier, y compris les organisations politiques dont on fait partie, seraient bien inspirés de chercher à emboîter le pas, d'être à la disposition de cette mobilisation qui monte pour élargir le propos, c'est-à-dire poser aussi toutes les questions qui ne sont pas clairement posées dans le décor pour l'instant, au-delà de la question des taxes, qui n'est pas l'impôt, et c'est pas tout à fait la même chose, et qui est à juste titre vécu comme inefficace et particulièrement injuste. Il y a aussi tout simplement la question de la répartition des richesses, et puis la question des salaires, qu'il faudra peut-être planter dans le décor d'une manière ou d'une autre. Donc tout est bon à prendre, si je vous entends bien. En tout cas, non, mais donc ça veut dire que le poujadisme exprimé par Emmanuel Macron hier soir fait sens, parce qu'on est effectivement dans l'agrégation de toutes les colères, donc il a raison. Mais ça, c'est pas du poujadisme, l'agrégation des colères. Il a raison de. C'est simplement ce qui génère. Voilà, il est sur son porte-avions, il terminera dans un sous-marin au rythme où il est, donc je veux même pas parler de lui. Il terminera dans un sous-marin au rythme où il est ? Oui, parce que, je sais pas, il va incarner l'espèce de grandeur. Il coule, en ce moment il coule. Et plus il parle, plus il pousse un maximum de secteurs de la société, peut-être qu'à un moment il faudra l'entendre, à descendre dans la rue et à protester contre ce sentiment d'injustice généralisée qui se cristallise samedi sur la question des taxes des carburants, qui sont inefficaces du point de vue écologiste et socialement injustes. Et donc moi, en effet, je me sens solidaire de ceux et celles, et je pense qu'ils seront nombreux et nombreuses. Inefficace d'un point de vue écologiste, mais le prix du gazole égal au prix de l'essence, du samplon, c'était quand même quelque chose qui était soutenu par tout le monde. C'est quelque chose qui va plutôt dans le sens de, mais d'abord, moi, de diminuer les pollutions. Moi, je ne suis pas d'accord avec les taxes. Je vais mettre direct les pieds dans le plat. Je ne suis pas d'accord avec le principe des taxes. Je ne suis pas d'accord avec le principe de donner un prix au carbone, parce que dès que vous remettez un prix au carbone, vous remettez à chaque fois 100 balles dans la machine sur le domaine du marché. Il y a ceux qui auront les moyens d'acheter. Mais d'accord, mais là, c'est le prix de l'essence. Là, c'est le prix de l'essence. Non, mais vous ne défendez pas la taxe carbone, donc. Mais non. Non, vous ne défendez pas la taxe carbone. Je suis en train de vous expliquer ça. On est surpris parce que l'écosocialisme, vous l'avez théorisé. Mais justement, je vais rentrer dans le détail. Ça ferait pas de mal de parler du fond. Il y a une différence fondamentale pour moi entre la taxe et la fiscalité. La taxe carbone dont on parle fait partie des taxes les plus injustes socialement, c'est-à-dire l'impôt indirect. Celui qui place à pied d'égalité un milliardaire qui va à la pompe à essence de celui, un chômeur. C'est la même chose pour la TVA sur les produits de première nécessité. Je suis contre ce type de fiscalité particulièrement injuste qui mette tout le monde à pied d'égalité sans prendre en compte les différences précisément de revenus. La fiscalité écologiste, c'est autre chose. Et il y a dans le mouvement qui est en train de naître, je crois, un secteur qui ne veut pas opposer l'urgence sociale à l'urgence écologique, parce qu'à un moment donné, si on croit vraiment à ce qu'on raconte du point de vue de la transition écologique, il faudra quand même s'attaquer aux causes structurelles. Qu'est-ce qui fait que les gens utilisent les voitures ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a 2 salariés sur 3 dans ce pays qui sont obligés de travailler en dehors de leur commune ? Et sur ces 2 travailleurs sur 3, il y a 80% qui sont obligés d'utiliser. Il ne vous a pas échappé, M. Besancenot, que nous sommes un pays où il y a beaucoup de communes, un pays fait d'une géographie qui fait qu'il faut prendre sa voiture pour aller bosser dans certains endroits. Il n'y a pas que l'Île-de-France, il n'y a pas que Marseille. J'ai bien compris, précisément, vous mettez là aussi les pieds dans le plat, vous avez bien raison, c'est pour ça que les raisons de fond, elles sont celles-ci. C'est qu'aujourd'hui, moi je vais vous parler des raisons de fond. D'abord, obligés de s'éloigner pour travailler. Pourquoi ? À cause de l'augmentation de l'immobilier. Donc oui, encadrer le prix de la pierre, encadrer les loyers, faites en sorte que la population la population de façon majoritaire ait les moyens financiers de vivre le plus près de là où elle travaille. Deuxièmement, on a massacré les services publics de façon générale depuis 30 ans. Toutes les politiques libérales qui ont été menées, les hôpitaux, les bureaux de poste, qui fait que vous allongez des dizaines de kilomètres simplement pour avoir accès à des prestations essentielles, y compris dans le domaine de la santé. Deuxième élément. Troisième élément, en effet, c'est bien beau de dire « faut pas utiliser son véhicule ». Soit, quels sont les moyens alternatifs pour le faire ? Le même gouvernement, et là je ne remonte pas à Mathusalem, je remonte au même gouvernement, qui nous explique qu'aujourd'hui il ne faut pas utiliser son véhicule, son automobile, et le même gouvernement qui, au moment de la mobilisation du printemps, et vous vous souvenez, on en a parlé, a écrit dans ses propres rapports
qu'il fallait dézinguer un tiers du réseau ferroviaire. Sauf qu'il est revenu dessus. Sauf qu'il est revenu dessus. 9 000 km de réseau ferroviaire. Mais Olivier Besancenot, c'est de la démagogie, là, ce que vous nous faites. Ah, c'est des explications, chacun a son domaine. Non, Après, on peut l'interpréter comme on veut. On n'a peut-être pas le même décodeur. Non, mais je me permets de soulever un certain nombre de... Tous les Français pensent pas comme vous aujourd'hui. Il y a ceux aussi qui disent, attendez, au départ, on dit la hausse des carburants, parce qu'au départ, c'est quand même ça les gilets jaunes. Vous êtes d'accord? Sauf que on se lève et on marche pour l'écologie en France. On se lève, on marche quand il y a un ouragan. On se lève, écoutez, on marche. Vous avez en face de vous quelqu'un qui propose d'unifier la fronde sociale qui est en train de naître contre la vie chère et quelqu'un qui participe... Donc vous revendiquez le terme de poujadisme, oui ou non? Mais jamais de la vie. Vous pouvez vous l'approprier ou pas? Écoutez, soyez sérieuse, je suis marxiste révolutionnaire, particulièrement contre l'extrême droite. C'est pour ça que je vous explique. Non, mais écoutez, moi je veux bien que vous agitiez tous les chiffons rouges. Comprenez qu'il y a des choses de fond qui sont en train de se passer dans la société. D'accord? De fond. Moi, je serai toujours très loin de l'extrême droite. C'est pour ça que je vous expliquais que j'étais contre participer d'une manière ou d'une autre à un 17 novembre populiste. Toutes les tentatives de récupération de l'extrême droite, évidemment, on s'en tiendra à distance. Mais vous avez, laissez-moi terminer. Bien sûr. Laissez-moi terminer. Vous avez face à vous quelqu'un qui participe systématiquement au combat pour la justice climatique. Et du point de vue de la justice climatique, je suis en train de vous expliquer qu'il faudra s'attaquer aux causes structurelles, c'est-à-dire, rétablir des services publics ferroviaires, collectifs, dans les régions, dans les territoires, tous ces kilomètres... de lance de ce type de mouvement alors pour sauver l'écologie? Mais pourquoi les gens ne sont pas dans la rue? Mais peut-être que je vais rafraîchir un peu votre mémoire, modestement et humblement. Sur ce même plateau, au printemps dernier, quand je défendais le service public ferroviaire et le statut des cheminots, je vous expliquais à quel point il y avait un enjeu écologique derrière. Quand vous supprimez 9, laissez-moi finir s'il vous plaît, 9 à 11 000 kilomètres de lignes de réseau ferré, c'est pas simplement pour les voyageurs que vous le faites. Il y a un autre bilan écologique catastrophique qui concerne M. Macron avant même qu'il soit élu président. C'est le ferroutage. Bien sûr. Par exemple, après-guerre, il y avait 75 à 80% des marchandises qui étaient sur le rail, pas sur les routes. Aujourd'hui, il y a 80% des marchandises qui sont sur les routes. Pourquoi? Parce qu'on a flingué le service public ferroviaire du fret, c'est-à-dire dans les mêmes logiques libérales. Sachez quand même qu'un train pollue en moyenne 10 à 15 fois moins qu'un véhicule. Mais il n'y a rien de viral sur Internet et il n'y a pas ce mouvement 2.0 comme on peut le voir là pour samedi. Mais écoutez... Vous ne pouvez pas dire le contraire, Olivier Besancenot, parce que vous le déplorez, autant que moi, j'imagine. Non, mais écoutez, vous essayez de me faire rentrer dans des cases. Non, mais vous le déplorez, oui ou non, vous le voyez? Attendez, moi, le oui-non, ça ne m'intéresse pas trop. Je peux m'intéresser à un moment donné à la profondeur des propos pour peu qu'on puisse les dérouler. Je suis en train de vous expliquer que je ne suis pas ignare. Je ne suis pas aveugle, je vois bien les tentatives d'instrumentalisation de ceux qui, dans la mobilisation, veulent opposer justement l'urgence sociale et l'urgence écologique. Mais il y a des appels, par exemple, prenez celui de Nantes, qui sont en train de voir le jour. Et Nantes, c'est pas anodin. Il y a eu des grandes mobilisations sur Notre-Dame-des-Landes, par exemple, qui allient les deux questions. Et c'est pour ça que moi, je vois au-delà du 17 qui, de toute façon, va marquer une étape. Est-ce que oui ou non, le mouvement ouvrier, le mouvement social, peut se réunir pour répondre présent à cette fronde nécessaire contre la vie chère qui concerne la hausse des prix en général, parce que vous parlez du pétrole, mais il y a le gaz, il y a le prix du timbre, il y a la vie en général, les salaires qui n'augmentent pas et qui veulent en effet assurer un avenir pour tous, c'est-à-dire la transition écologique. Et moi, ce que je propose, et l'appel que je lance humblement, mais on a par exemple, du point de vue des organisations politiques, signé un appel commun aujourd'hui avec Génération de Benoît Hamon, avec le Parti communiste, avec Ensemble, le NPA, j'espère que France Insoumise signera aussi, pour par exemple dire il faut appeler à cette offensive. Et pourquoi pas une ou deux journées rouges de colère cette fois-ci, pourquoi pas en semaine, avec les travailleurs des raffineries, avec les cheminots que j'ai cités tout à l'heure, pour dire qu'en effet, il y a un paquet commun. Et pardon de le dire, je termine là-dessus, un paquet commun, ça n'a rien à voir avec le poujadisme. C'est simplement la mobilisation sociale et le mouvement ouvrier. Et il y a une vraie course de vitesse pour ne pas laisser du terrain à l'extrême droite. Je voudrais qu'on accueille une autre invitée. Vous passez toute l'heure avec nous, Olivier Besancenot. Donc on a le temps de vous poser un certain nombre de questions et de vous entendre nous y répondre. Mais comme vous me branchez sur le poujadisme, je suis obligé de prendre du temps. Alors attendez, juste on écoute Jean-Luc Mélenchon ce soir en réunion à Évry. Il appelle au succès de cette mobilisation, mais il n'en sera pas, lui non plus. Vous allez voir que c'est le jour du divorce du peuple français avec la Macronie. C'est le jour du divorce. Parce que les gens ont compris. Et qu'ils ont décidé eux-mêmes. Et c'est pas parce que certains journaux mettent en scène la présence de l'extrême droite ici ou là, etc. L'extrême droite, il y en a partout. Il faut quand même s'y faire. C'est pas le sujet.
Le sujet, c'est est-ce que les gens ont raison de faire ce qu'ils sont en train de faire? Et voici notre réponse. Ils ont raison. Ils ont raison. Bonsoir Béatrice Gibelin. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes géopolitologue entre autres. Vous avez peut-être entendu brièvement Olivier Besancenot. On était aussi sur la composition et c'est pour ça, Olivier Besancenot, que vous prenez aussi vos distances physiquement avec le mouvement de samedi, parce qu'on voit que la quasi-totalité des partis, des hommes, femmes politiques soutiennent le mouvement. Cette fronde-là qui s'est créée sur Internet. Cette quasi-totalité des mouvements politiques samedi aux côtés des Gilets jaunes, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Comment on le décrit ? Déjà, ce qui est exceptionnel, c'est la façon dont la mobilisation s'est faite. Absolument. On est déjà dans quelque chose d'exceptionnel sur ce terrain-là. Après, je pense qu'on a des partis politiques qui sont en situation délicate, un peu difficile pour un grand nombre d'entre eux, et qu'on court après la victoire. On ne veut surtout pas être parmi ceux qui n'auront pas appelé au cas où ça donnerait des conséquences importantes. Donc on est obligé d'accompagner. Même si on entend bien les futurs manifestants, c'est surtout pas de récupération, surtout vous venez sans votre casquette de parti. Mais bien évidemment, comme on les reconnaîtra, ils y seront en tant que LR si c'est Ciotti ou Wauquiez, Rassemblement National, voilà, Rassemblement National. Mais bon, Marine Le Pen très prudente dit moi j'y serai pas. Elle y sera pas, mais elle envoie ses représentants. Voilà. Elle envoie. Oui, mais pas elle. Ils iront absolument. en tant que citoyens. Alors ils vont tous y aller en tant que citoyens, à part que c'est des citoyens qui sont un peu plus connus que d'autres. Qu'est-ce qu'il dit ce mouvement? Qu'est-ce qu'il dit ce mouvement qu'on va vivre samedi, donc tout à fait exceptionnel dans sa manière de s'être créé. Il est au moins inédit, absolument. Quand Emmanuel Macron parle de poujadisme, quand on parle de ces populismes donc aussi agrégés, etc., quand on voit toute cette coagulation de récriminations, de plaintes, qu'est-ce que ça dit là, à ce moment-là, de notre... à la fois du mandat d'Emmanuel Macron et l'état des lieux de la société? Déjà, c'est la composition du mouvement, elle est très hétérogène. C'est-à-dire que, oui, le carburant, mais quand on regarde un peu, ça va des vaccins à toutes sortes de taxes. Donc on est quand même dans quelque chose qui traduit, j'entendais Olivier Besancenot parler de colère, d'un ras-de-bol fiscal. Vous savez, le ras-de-bol fiscal en France, c'est presque une composante des Français, le ras-de-bol fiscal. C'est très, très ancien. Et déjà, à l'époque, effectivement, de Poujade, c'était déjà un ras-le-bol fiscal. Donc il y a des réactions. C'est ce qui met mal à l'aise, d'ailleurs, un certain nombre de gens à gauche qui savent très clairement que les impôts, c'est une nécessité. Ça s'appelait d'un terme autrefois qui s'appelait contribution. C'était l'idée de contribuer au budget de le président Macron hier soir. Mais qui n'est pas pareil que les taxes, précisément. C'est pour là où... Justement, mais le taxe, c'est presque, excusez-moi, c'est un terme qui vient beaucoup, en fait, des anglo-saxons. C'est un anglicisme, d'une façon, quand on parle de taxe, parce que chez eux, on parle taxe. Et comme on a quand même un peu une influence dans notre vocabulaire, on retrouve ce terme-là. Mais moi, je trouve que si on remettait le beau mot de contribution en avant, ça serait pas plus mal. Donc on est là sur quelque chose de très hétérogène. Dire un profil type du manifestant de samedi, moi, je le ferais pas. D'abord, je dis le manifestant, mais je devrais peut-être dire les manifestants. Parce que c'est quand même deux femmes, dont l'une est ravie d'être en vedette, c'est évident, et c'est son jour de gloire. Sur une autre, c'est un peu différent. Mais c'est quand même... ces deux femmes qui ont évidemment communiqué via leurs vidéos sur Internet. Oui, la première étant une habituée, Jacqueline... Goulard. Moreau, pardonnez-moi. Jacqueline Moreau. C'est étant une habituée des réseaux, 6 millions de vues, sur un certain nombre de ces vidéos, ce qui n'est pas le cas du tout de l'autre, de Priscilla Ludowski, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est intéressant de voir que des femmes se mobilisent sur une histoire qui est quand même une histoire de voiture, ce qu'on n'est pas tellement habitué à voir, mais parce que leur vie quotidienne est impactée. Et donc elles se mobilisent. Alors dire qu'elles veulent faire la révolution demain, je n'en mettrai pas ma main au feu. Alors je vous redonne la parole dans une seconde. Olivier Besancenot, vous vouliez poser une question? Non, mais moi je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est un objet non identifié. Et des fois, les luttes sociales sont jamais chimiquement pures. Mais je voudrais quand même insister sur le fait qu'au-delà de la terminologie,
c'est la philosophie qui m'intéresse, de ce qu'on met derrière la fiscalité ou les taxes. La taxe sur les carburants fait partie de la fiscalité la plus injuste, indirecte. Ce sujet est mis dans le mouvement même de façon diffuse, à sa manière, en réclamant par exemple le retour de l'ISF, c'est-à-dire de la progressivité de l'impôt. Pour ceux qui nous regardent, c'est l'idée que, en effet, si on reprend le terme, on taxe de plus en plus les fortunes au fur et à mesure qu'elles augmentent, pour avoir une logique de rétribution et de répartition des richesses. Et cette logique, elle est importante. Maintenant, on ne va pas tourner autour du pot éternellement. Moi, je suis contre toute logique de récupération politique, d'abord parce que c'est l'appel de ceux et celles qu'on en sait, mais je voudrais quand même attirer votre attention. Je ne sais pas ce que ça représente et je ne vais pas vous vendre des merguez ce soir, mais ça existe localement. Des initiateurs locaux qui ont fait appel aux organisations du mouvement social, précisément pour se tenir à distance de l'extrême droite. Et dans ces cas-là, et uniquement dans ces cas-là, nos militants et nos militantes sont présentes parce que c'est la logique de soutenir et d'appeler à la suite, parce que dans la suite, il y a en effet la nécessité de répartir les richesses et de donner un sens à tout ça. On va y revenir, Olivier Besancenot. Je voudrais juste vous poser une question, Béatrice Gibelin, une dernière question. Hétérogène, OVNI, on ne sait pas encore quel qualificatif vraiment... On ne sait même pas quelle va être la mobilisation. Quelle ampleur on annonce 700. Il y a 100... Jusqu'à ce soir, il y avait 100 manifestations qui étaient déclarées à la préfecture. On en annonce 700. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont l'habitude de manifester. Ce ne sont pas forcément des militants. Ils ne savent pas s'il va y avoir de l'encadrement ou autre. Moi, j'attends de voir, et j'attends de voir, je finis là-dessus, la géographie. La géographie, absolument. De cette mobilisation. Et moi, je vous pose une toute dernière question avec une réponse rapide, s'il vous plaît. On ne sait pas. On a beaucoup d'inconnus, évidemment, dans l'équation. Mais en admettant que ce soit un mouvement important, Olivier Besancenot nous disait, juste avant que vous arriviez, que c'est le début simplement d'un phénomène pratiquement, ce qu'on risque de voir samedi. Le début d'un phénomène, ça peut être ça, un mouvement comme ça citoyen au départ, qui se répand sur Internet, qui prend une telle ampleur. Ça peut être le début de quelque chose ? Écoutez, je ne suis pas devin, je ne lis pas dans le mar de café. Hein. Donc, moi, je serais très prudente là-dessus. Parce que les réseaux sociaux font une forme de mobilisation très rapide, très facile. On est assis dans son fauteuil, on clique, je vais y aller, etc. Puis c'est autre chose après de passer... Le déboucher dans la rue ou sur les parkings. Et bon, ça, on ira peut-être sur le parking d'Auchan ou de je ne sais pas quoi. Mais avant que ça puisse s'organiser sur un vrai mouvement, ça demandera du temps. Parce que la méfiance envers tous les mouvements, syndicats comme partis, est encore extrêmement forte. Merci beaucoup, Béatrice Gibelin. Vous êtes directrice de la revue Géopolitique Hérodote, également géopolitologue. Merci donc de nous avoir rejoints ce soir avec un petit peu de retard. Merci beaucoup, Olivier Besancenot. On se retrouve dans un petit instant. À tout de suite.